à cette émission sur Vision 24 TV. C'est un cadre idyllique au cœur de la ville d'Abidjan qui nous reçoit. Il s'agit du Rooftop. C'est un lounge bar, un restaurant. Vous l'aurez deviné, nous parlerons de gastronomie et pour ce tête-à-tête, je reçois Jules Niang. Il est chef cuisinier de renommée internationale. Avec lui, nous parlerons bien sûr de gastronomie, mais aussi de son parcours. Bonsoir Jules, Bonsoir, bienvenue à Abidjan. merci, ça fait plaisir d'être là. Alors, est-ce qu'on peut savoir les raisons de votre présence ici à Abidjan? Alors, je suis venu à Abidjan pour une collaboration avec Guillaume, qui est le gérant du restaurant Le Rooftop Abidjan, qui est boulevard de Marseille. Dans l'idée qu'on a eue, c'est de faire de ce lieu emblématique, de ce lieu juste sublime, un cadre aussi de référence dans la gastronomie abidjanaise et dans la gastronomie mondiale aussi. Alors, votre parcours est parti de quoi au niveau donc de la gastronomie, surtout au niveau des cuisines africaines? La passion est née comment? Alors c'est un pur hasard, je dis souvent que c'est peut-être ma mère qui cuisinait bien, j'aimais manger, mais quand on débarque en France et qu'on est étudiant, là, il faut trouver à manger. Et ça, le gros pourvoyeur de travail en général, c'est les restaurants. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans la cuisine au départ. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as du talent pour ça et que tu arrives à t'exprimer à travers la gastronomie. Et la cuisine africaine, elle est venue un peu plus tard Quand je me suis installé à Lyon, je commençais à cuisiner, je faisais des plats qui sont connus, des plats que les cuisiniers français font. Et à un moment, j'ai fait le tour de tous les restaurants gastronomiques de Lyon. Et je me suis rendu compte en fait que ce qui faisait la différence, c'est que chacun d'entre eux racontait son histoire à travers ce qu'il fait. Et c'était pour moi le point de départ en fait que si je voulais faire partie des meilleurs, il fallait que je raconte au monde entier mon histoire, l'histoire de d'où je viens, l'histoire de qui je suis devenu et d'où ce parcours en fait dans la gastronomie africaine. Ouais. Alors, pour réussir certainement de bons plats, il faut avoir de l'inspiration. Votre inspiration part de quoi, de façon générale? En général, quand je travaille, je pars des produits. Et quand je dis que je travaille ma cuisine, je l'ai conceptualisée, j'appelle ça cuisine de contraste. Dans l'idée, pour faire simple, je crée des passerelles entre Lyon, qui est ma ville d'adoption, et l'Afrique, qui est mon continent de naissance. Et je fais ça en faisant parler des produits, pas en utilisant des plats, pas en essayant de faire des plats que, pour moi, si j'essayais de le faire, ce serait du bricolage. Et c'est même pas adapté parce que c'est pas le lieu pour le faire. Mais par contre, à travers ce que je fais, attraper les gens par les choses qu'ils connaissent, mais les faire voyager à travers le continent. Alors, votre histoire part de Lyon, pourquoi? Alors, c'est un pire hasard. J'ai fait mes études quand je suis allé en France, c'était pour faire des études de Master 2 en sciences de gestion et puis Sciences Po derrière. Et par contre, il y a un jour, j'étais en vacances et j'ai un ami qui m'a proposé de passer à Lyon et je suis tombé amoureux de cette ville. Pourquoi, je ne sais pas. Mais sans savoir que c'était une ville de la gastronomie. C'est après, derrière, que je le découvre. Donc c'est vraiment, le hasard a fait bien les choses, parce que c'est la ville de référence, non seulement dans la gastronomie française, mais dans la gastronomie mondiale aussi. Parce que c'est la ville de Paul Bocuse, c'est la ville du Syrah, donc c'est la ville de la gastronomie, quoi, par excellence. Alors, les scènes gastronomiques à Lyon et les scènes gastronomiques à Abidjan, il y a certainement une différence. Il y a un bout de temps que vous êtes là. Est-ce que vous avez eu le temps justement de remarquer ces différences-là? La scène gastronomique lyonnaise est inégalable parce que c'est Lyon, c'est toute son effervescence, c'est même une culture culinaire qui est ancrée, ça date des mers lyonnaises jusqu'à maintenant. À Abidjan, j'ai fait quelques restaurants, j'ai mangé surtout les plats qui se font dans les familles. Et ce qui m'a ébloui, mais vraiment j'ai été agréablement surpris par la diversité de ce qui se propose. Et j'ai été aussi agréablement surpris de voir la densité des produits qu'on peut trouver dans le marché. Et c'est inouï.
de pouvoir avoir tous ces produits à disposition et tout ça, c'est cultivé en Côte d'Ivoire. Ça ne sort pas d'ici. Et je trouve que il y a, il y a une possibilité, le champ des possibles est tellement vaste, le champ de tout ce qu'on peut faire, c'est juste inouï. Alors, vous débarquez à Abidjan et vous choisissez le restaurant Rooftop. Ouais. Alors, c'est parti de quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour que Jules Niang soit à Abidjan et collaborer avec le restaurant Roof? Alors, toujours c'est le hasard qui fait bien les choses parce que Guillaume, on s'est connu à Lyon. Lui, il tenait une école de danse qui était à côté de mon restaurant. Donc, il venait manger au restaurant. Et quand il a repris les Jardins d'Éden il y a quelques années, je devais déjà venir, mais ça ne s'est pas fait. Et cette fois-ci, quand il me l'a proposé, euh, le cadre, c'est juste, il est juste somptueux. Et le projet aussi, l'idée d'en faire une des références de la gastronomie africaine, une des références de la gastronomie mondiale. Le projet m'a juste emballé en fait dans l'idée aussi de se dire ok, je vais aller en Afrique et je vais avoir l'opportunité de partager mes 20 ans d'expérience avec la jeunesse africaine. Justement, à ce niveau, est-ce qu'il y a des formations de façon classique qui sont prévues pour que vous puissiez partager justement votre expérience en matière de gastronomie aux plus jeunes? Alors là dans le premier, mon premier voyage, ça va être la formation est prévue mais pour les cuisiniers du rooftop et les cuisiniers du Jardin d'Éden éventuellement, mais plus les cuisiniers du rooftop. Donc on va créer en fait une carte et à travers cette carte on crée des choses qui sont techniques, qui utilisent le langage de la gastronomie mondiale et ça, essayer de les transmettre, il n'y a pas mieux que la pratique pour apprendre. Donc pratiquer, apprendre à faire une recette, apprendre à comprendre comment ça marche et apprendre aussi à utiliser nos propres produits. Ça c'est une démarche que j'ai et j'ai rendez-vous normalement demain, je dois aller à l'école de formation, à l'école hôtelière. Et l'idée aussi, c'est d'échanger avec la jeunesse, échanger aussi avec les professeurs et voir aussi si on peut apporter quelque chose à cette jeunesse dans les échanges, dans le partage de l'expérience, dans le partage du vécu. Peut-être que ça peut aider certains à y voir plus clair. Alors, nous allons aborder une question assez intéressante, ma foi. Alors, comment décrivez-vous la signature culinaire du Petit Ogre de Lyon? À Lyon. Ça a quand même une histoire. Ouais, l'histoire, moi j'ai toujours été créatif, mais de façon spontanée. Quand on me donne un produit, naturellement je le fais voyager. Et là l'idée c'était à un moment où dans, dans une ville où il faut une régularité. La haute gastronomie c'est l'excellence au quotidien. Donc on n'a pas décortiqué en fait le processus créatif que j'utilise pour arriver à comprendre comment ça se passe. Alors j'ai toujours tout à l'heure évoqué la cuisine de contraste. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cuisine de fusion. Donc on parle de cuisine fusion parce qu'on fusionne la cuisine japonaise et la cuisine française, la cuisine américaine et la cuisine française. Moi, je ne me reconnais pas dans cette dimension-là de la fusion. Parce que qui dit fusionner, dit faire disparaître. Ça veut dire de deux, je vais faire un, ou de trois, je vais faire un. C'est pas ça l'idée que je défends. Ce que je défends, c'est l'esprit du dialogue. Ça veut dire, je garde bien ma culture, je garde bien ma façon de voir les choses, et on peut échanger. Et ça, on le retrouve dans l'assiette. Donc, je vais utiliser des produits africains qui vont être marqués de façon claire, nette, précise, que c'est africain, on le voit. Mais ça va très bien se marier avec les produits européens et ça va même les valoriser, les sublimer. Ça, c'est la signature. Et j'appelle ça cuisine de contraste. Alors, vous êtes à Abidjan, vous êtes au rooftop. Quels sont les plats éventuellement que vous pourriez recommander aux éventuels clients? Alors, le rooftop, ça va être hyper intéressant dans le travail qu'on est en train de faire. On l'a pensé déjà en termes de temps. Quand on arrive à 16 heures et qu'on se pose là et on a une vue magnifique sur Abidjan, on n'a peut-être pas envie de manger de suite. Mais ce qu'on a prévu, c'est de faire des pâtisseries
des pâtisseries qui sont dans l'excellence de la pâtisserie et qu'on peut déguster en ayant cette vie et on peut siroter un verre de thé glacé et en mangeant des bonnes pâtisseries et en ayant la vie sur Abidjan. On arrive en soirée, en début de soirée, on a envie de prendre des tapas et des choses qu'on peut grignoter. Là aussi, on a prévu de retravailler sur la base de tartelettes, c'est la base de petites choses qu'on peut grignoter mais qui sont dans l'excellence. On arrive à 20h, 21h, on a envie de manger. Et alors, ce qu'on va faire, c'est de reprendre. On va travailler les plats que les gens connaissent. On va avoir du filet de bœuf, on va avoir du pavé d'eau de mérou. Mais ces plats-là vont être travaillés avec les produits qui viennent de chez nous et tout en utilisant le langage de la gastronomie mondiale. Donc, c'est bien de parler, mais c'est encore mieux d'être audible. Voilà. Alors, je voudrais qu'on aborde un peu cette valeur-là. Alors, quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour être un bon chef cuisinier? Alors, en premier, il faut de la rigueur. La rigueur. Ouais. Il faut de la rigueur, je pense, parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de finesse dans le geste. Et cette rigueur-là, elle est nécessaire parce que ce qu'on fait, on le donne à manger aux gens. Donc il faut vraiment cette rigueur dans le travail, dans l'hygiène, dans tout ce qui nous entoure, il faut une rigueur. Mais la deuxième qualité, et je pense que celle-là, elle est fondamentale, c'est apprendre à regarder autour de soi. Parce que ça ne sert à rien de vouloir aller chercher loin des produits qui viennent d'ailleurs ou non, regarde juste autour de toi, il y a des choses à exploiter, il y a des choses à valoriser, il y a des choses à sublimer. Et la plupart du temps, elles ne sont pas loin. Et on sera meilleur qu'en utilisant ça parce que c'est notre histoire. On peut en parler, on peut le raconter. Quand un Ivoirien parle de cacao ou qu'il parle de banane plantain, il sait comment ça pousse. Il sait où c'est, il sait qui le cultive, comment ça se passe. Donc quand il en parle, quand il l'utilise dans ses plats, il parle avec beaucoup plus de finesse. Parce que c'est du vécu. Alors justement, quand vous êtes en face des passionnés, de ceux qui veulent apprendre la cuisine, quand vous êtes en séance de formation, quels sont les premiers mots que vous leur dites? Ayez confiance en vous. En fait, rien n'est impossible en fait. Rien n'est impossible à arriver à se dire que si les autres gastronomies sont arrivées à être excellentes, la gastronomie africaine peut le faire. Nous pouvons le faire. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ceux qui ont développé, mis en orbite la gastronomie française, c'est les Paul Bocuse, c'est les Alain Ducasse, c'est les gens, la majorité, ils sont encore vivants. Donc c'est pas si vieux que ça. Ceux qui ont développé la gastronomie italienne, c'est les Massimo Bottura, les Annie Fayol, ils sont encore vivants. Ceux qui ont développé la gastronomie nordique, c'est les René Redzepi, ils sont encore vivants. Si eux l'ont fait, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Et justement, quel schéma mettre en place pour valoriser la gastronomie africaine selon vous? Alors, moi, je m'inspire beaucoup de la gastronomie nordique parce que on est en face en fait des pays occidentaux. Tu arrives en France, tu vas à Lyon, là où je suis, il y a 4000 restaurants et autant de chefs formés et qui sont extrêmement compétents. Tu vas à Paris, tu as 12 000 restaurants et autant de chefs formés. Tu vas à Marseille, tu as autant de restaurants et autant de chefs. Donc si tu veux rivaliser avec tous ces restaurants et tu veux t'isoler en disant moi je suis ivoirien ou moi je suis sénégalais ou moi je suis gambien, et quand tu comptes le nombre de chefs formés, compétents en Afrique, on n'est pas 100. Donc pour arriver à rivaliser, arriver à faire quelque chose, s'inspirer du modèle nordique où on oublie ce qui nous différencie, tout le monde sait ce qui nous différencie. Mais qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que ce plat-là, il est africain? Ça, c'est intéressant à dénicher. Qu'est-ce qui fait que cette cuisine-là, c'est une cuisine africaine? Ça, je pense que c'est l'élément fondamental sur lequel nous devons nous appuyer. Et l'exemple des Nordiques est toujours intéressant dans le sens où s'il y en a un qui ouvre un restaurant, les autres vont venir manger. Pas pour critiquer, non, pour l'aider à s'améliorer, à aller plus loin encore, à être meilleur. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel nous devons être. Si nous voulons aller de l'avant, on valorise nos produits, on parle le langage
on maîtrise les techniques du langage international de la gastronomie, mais on va venir l'appliquer sur nos produits parce que on ne sera audible que quand on parle notre histoire, quand on raconte quelque chose qui nous est propre. Et il y a plus de chances d'être original quand on raconte cette histoire-là parce que elle est inédite. Elle est inédite, elle est nouvelle. Quand on parle de gastronomie ivoirienne sur le plan international, c'est nouveau. Donc on a quelque chose à dire, on a quelque chose à apporter. Et puis il y a même, on est dans une problématique en Occident aujourd'hui où on parle du sans gluten, du végétal, de ci. Ça, c'est des choses. Nous, on a la solution depuis des millénaires. On a toujours vécu en mangeant du sans gluten. C'est On a toujours. puiser encore dans la tradition africaine, certainement. Voilà. Il n'y a que ça en fait. C'est ce langage-là que nous devons parler et ce langage-là nous permettra de faire la différence sur le plan international. Alors, quels sont les projets de Jules Niang à ce jour? Alors les projets, là on est au rooftop pour 3 ans normalement. L'idée c'est d'être plus fréquent à Abidjan, former le maximum, partager, être ouvert à toutes les collaborations qui permettent aussi de faire avancer la gastronomie africaine dans toute sa dimension. Après j'ai d'autres projets mais qui sont plus du côté du Sénégal. Avant le ROUF, vous avez reçu des propositions? Vous aviez déjà reçu des propositions? Non, avant le ROUF, parce que j'ai des fermes au Sénégal et je devrais ouvrir là-bas un restaurant. Et après, la première proposition à Abidjan, c'est le ROUF. Et après, le travail qu'on fait ici, c'est un travail qui peut aussi se déployer ailleurs. Je reste ouvert à toutes les propositions. Mais dans l'idée, c'est de dire, on fait un travail de fond sur la gastronomie, aider les jeunes à parler le langage de la gastronomie mondiale et maîtriser les techniques, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de ce travail-là, mais aussi aller déterrer tous nos produits, aller déterrer toutes nos traditions, aller déterrer toutes les façons de travailler pour les mettre sur le devant de la scène. Merci Jules Niang d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions Jules Niang, il est chef cuisinier, il est présent à Abidjan pour des formes de collaboration, mais aussi pour former de jeunes gens qui s'intéressent à la cuisine. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. À très bientôt.